Bonjour, nous sommes le samedi 29 août. Il est 9 h du matin et je vous enregistre aujourd'hui la capsule Vive la génomique 7. Troisième polymorphisme abordé aujourd'hui, c'est le FUT2. FUT2 est l'acronyme de fucosyltransférase 2. C'est un enzyme très important parce que la fucosyltransférase va amener, comme son nom le suggère, mais il faut un peu d'explication, va amener le fucose, qui est un sucre à 5 carbones, qui a une parenté avec le fructose, qui est également un sucre à 5 carbones, mais ce ne sont pas du tout les mêmes molécules, donc ne confondez pas. Ce fucose est très précieux pour l'être humain, car une fois disposé un peu comme des boules de Noël appétissantes et attirantes pour nos bonnes bactéries, il va, une fois disposé sur la paroi intestinale, il va les attirer, donc il va sélectionner une population bactérienne favorable, donc il va influencer le microbiote dans une bonne direction. Et donc, si nous ne sommes pas capables de réaliser cette décoration de Noël à base de fucose sur la muqueuse intestinale pour attirer nos amis les bactéries bénéfiques, eh bien, nous aurons une tendance plus prononcée à la dysbiose intestinale. C'est ce qu'on constate. Moi, je le constate en clinique. Certaines études, d'ailleurs, ont été publiées confirmant cette réalité des patients qui, ne disposant pas de fucose sur leur muqueuse intestinale, sont plus enclins à développer des problèmes intestinaux et notamment de la dysbiose intestinale. Donc la dysbiose, c'est un dérèglement, un déséquilibre de la communauté bactérienne intestinale avec davantage de bactéries pathogènes et de prolifération incongrue et pas suffisamment de bactéries favorables. Et donc ce fucose est hautement désirable sur la muqueuse intestinale, mais faut-il encore avoir une fucosyltransférase compétente, donc un FUT2 qui fonctionne. Et c'est là que la génomique entre en jeu. Je vous rappelle quand même les fondamentaux. Tout gène se présente avec deux copies, une d'origine maternelle, une d'origine paternelle, et le fucose va être impossible à fixer sur la muqueuse intestinale en cas de version de génotype homozygote variant. Et ça, c'est un énorme problème. Et c'est donc ce que nous voulons dépister en testant ce FUT2. Donc, je vous rappelle donc les fondamentaux. Ces deux copies peuvent être soit sauvages, wild en anglais, soit variantes. Variant en anglais, c'est la même chose. Et vous avez toujours trois possibilités. Où vous avez deux copies sauvages, donc tout va bien, tout est normal. Vous avez la capacité de déposer du fucose. Soit vous avez une copie sauvage et une copie variante. Bonne nouvelle, vous avez toujours la capacité de déposer du fucose. Donc, pour ce polymorphisme-ci, la version hétérozygote, donc une copie de chaque type, est fonctionnelle. Est totalement fonctionnelle. Donc, il n'y a apparemment pas de faiblesse liée à la version hétérozygote. C'est un peu comme on a vu avec le LCT, avec le polymorphisme LCT qui détermine la tolérance ou l'intolérance au lactose.
là aussi, l'hétérozygote ne modifiait pas notre capacité de tolérer le lactose. Et un peu comme avec le LCT, le problème vient de la version homozygote variante. Quand les deux copies sont fautives, eh bien, on se retrouve avec une perte de fonction. Donc, pour le LCT, on n'était pas capable de digérer le lactose. Donc, on a une intolérance par manque de lactase. Eh bien, ici, quand on a la version homozygote variante, deux copies déficientes, eh bien, nous sommes incapables de produire une fucosyltransférase 2 efficace. Bon, on fait quand même de la FUT2, mais elle n'est pas fonctionnelle. Donc, impossibilité de décorer la paroi intestinale avec du fucose et d'attirer les bonnes bactéries, et donc tendance à davantage de dysbiose. Et c'est malheureusement assez fréquent, donc on considère qu'environ 20% de la population, un petit 20% de la population ne possède pas cette capacité de déposer du fucose. Ce génotype homozygote variant du FUT2 n'est pas totalement désavantageux car inversement, et c'est un peu surprenant, la version homozygote variante donne une meilleure défense contre certains virus intestinaux, notamment le norovirus. Donc, vous voyez, le cas ici est un peu particulier où c'est quand même pas tout à fait négligeable d'être moins sujet à ces gastro-entérites virales. Donc c'est une petite consolation, mais si on se place sur le plan de la clinique et notamment des patients avec lesquels je suis souvent confronté parce que on me consulte souvent pour les problèmes intestinaux, eh bien la dysbiose intestinale sera beaucoup plus difficile à maîtriser chez ces sujets homozygotes variants qui n'ont donc pas de fucose dans les intestins. Et je vous conseille si vous avez des problèmes intestinaux très difficiles à résoudre, je vous conseille de tester votre génotype FUT2. Donc je vous rappelle, tester un génotype, c'est simple, c'est peu coûteux, c'est une bonne quarantaine d'euros, mais on fait ça une fois dans sa vie, donc c'est jamais quelque chose qui doit être répété. On a l'information une fois pour toutes, puisque c'est de nature génétique, et au moins vous comprenez pourquoi c'est compliqué chez vous d'avoir des intestins en bon ordre. Et alors, ce qui est surtout intéressant, bien entendu, une fois qu'on a cette information, c'est la possibilité de compenser en partie par la prise d'une poudre à base de fucose. C'est en fait une poudre de fucosylactose qui permet d'amener du fucose par voie orale dans le tube digestif pour remplacer le fucose manquant à cause de cette perturbation génomique. Nous détaillerons ça un peu plus concrètement la fois prochaine avec des renseignements plus pratiques sur la prise de ce fucosylactose et aussi le rôle et notamment le pourquoi du rôle du lactose qui en fait va être destiné aux bactéries intestinales et pas du tout à l'être humain. Donc le fucosylactose peut aussi être pris par les gens intolérants à lactose car ce lactose ne sera pas libéré et ne créera donc pas de maldigestion et de fermentation au niveau de l'intestin, mais je vous expliquerai ça plus en détail la fois prochaine. Ce que je voudrais bien faire
ici, c'est revenir un peu sur les intestins à problème, donc les cas de dysbiose intestinale difficiles à résoudre, et donc notamment ces patients FUT2 homozygote variant qui n'ont pas cet avantage fucose. Et une fois que j'ai pu commencer à tester mes patients délicats, difficiles à soigner sur le plan intestinal, je me suis effectivement rendu compte, a posteriori, puisque c'est un test que je fais probablement depuis 2016, mais bon, j'avais accumulé depuis très longtemps des patients à problème sur le plan intestinal, sur le plan dysbiose, et je me suis rendu compte en 2016-2017, quand j'ai commencé à les tester sur le plan FUT2, que ces cas rebelles, vraiment très, très délicats, qui demandent constamment des traitements de nettoyage intestinal, soit avec des produits sur prescription, des antimicrobiens prescrits, ou alors des plantes ou des alcaloïdes comme la berbérine ou la lysine, ou alors des extraits de pépins de pamplemousse, etc. Il y a toute une gamme de choses qu'on peut utiliser. Eh bien, ces patients à problème étaient souvent typiquement incapables d'amener du fucose sur la paroi intestinale. Vous voyez, donc c'était quand même interpellant de se rendre compte a posteriori de cette difficulté d'origine génomique. Mais j'avais déjà remarqué une autre faiblesse chez ces patients délicats, c'est l'absence d'immunoglobuline A, IgA. Et c'est un anticorps que nous fabriquons, qui n'est pas nécessairement optimal chez tout le monde. Il y a des gens qui font moins d'immunoglobuline A, et donc ça c'est déjà un désavantage. Et puis alors il y en a qui n'en font pas du tout, c'est relativement rare, mais ça arrive aussi. Donc tous ces déficits en IgA vont aussi favoriser des patients très, très susceptibles de problèmes intestinaux, et en particulier de prolifération anormale et donc de dysbiose. Alors ce qui est flagrant, c'est que et ça m'a vraiment marqué quand j'ai commencé à tester tous ces patients difficiles intestinalement parlant, si je peux créer ce néologisme. Tous ces patients, en fait, plus ils étaient compliqués, plus il y avait un risque de voir à la fois une absence de fucose et une faiblesse, un déficit en IgA. Donc quand on a les deux problèmes, c'est vraiment un challenge pour aider, soulager ces patients-là. Bon, on y arrive, mais c'est plus difficile. Et donc, c'est intéressant de comprendre pourquoi ce sont des patients qui doivent faire davantage d'efforts, visiblement, pour se soigner, et aussi, très probablement, faire des changements alimentaires profonds et durables. Typiquement, ce sont des patients qui ont plus de risques de devoir se passer de gluten, de céréales, de laitage, tous ces aliments un peu à risque, tout en insistant évidemment sur la nécessité d'individualiser tout ça sur base des tests et des cas personnels, mais il faut s'attendre chez ces patients qui sont en manque de fucose et en manque d'immunoglobuline A à avoir une hygiène alimentaire et un management, je ne sais plus trop parler français, un management intestinal beaucoup plus intensif et à long terme, parce que figurez-vous que le manque d'IgA
est également dominé par la génétique. C'est un autre type de phénomène. On ne parle pas là de polymorphisme, mais c'est quelque chose qui est hérité ou qui en tout cas est de naissance. Maintenant, il est un fait que on peut légèrement améliorer les immunoglobulines A, notamment avec des probiotiques, mais ça reste marginal. On peut augmenter peut-être de 10%, 20% dans le meilleur des cas, mais on va rester avec un déficit d'IgA. Alors, ce qui est intéressant à signaler aussi avec les immunoglobulines A, que j'inclus dans cette capsule 7, parce que nous reviendrons sur le FUT2 dans la capsule 8, avec ces patients qui manquent d'IgA, le stress joue un rôle. Donc le stress va réduire les IgA, et bon, tout le monde sait, ou en tout cas ceux qui le vivent s'en sont rendus compte, le stress n'arrange en rien les problèmes digestifs, intestinaux, et peut-être que cette baisse des IgA sous stress joue un rôle là-dedans, parmi évidemment de multiples autres facteurs, car le stress modifie les sécrétions digestives et donc va nuire à la bonne digestion, etc., va réduire l'immunité, notamment l'immunité intestinale, et donc on a tout un tas de conséquences défavorables du stress sur le système digestif, mais aussi via les IgA. Donc, faites tester vos immunoglobulines A, c'est très intéressant. Soyez attentifs à des valeurs basses, même si elles sont dans les normes. Et puis, de temps en temps, on trouvera des patients qui ne font pas du tout d'IgA. Et puis, alors, faites tester le FUT2 pour y voir clair sur ce qui peut affaiblir vos intestins. Et avec le FUT2, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un remède, peut-être pas parfait, mais en tout cas une compensation grâce au fucosid lactose. Avec les IgA, vous avez une faible compensation avec des doses peut-être plus élevées de probiotiques et une gestion du stress. Donc vous voyez, ce sont des éléments fondamentaux à identifier et compenser dans la mesure du possible chez tous les patients qui sont étiquetés dysbiose, voire évidemment leaky gut, perméabilité intestinale, parce que tout ça est lié. Quand on a des intestins enflammés, eh bien on a aussi une tendance à avoir une augmentation de la perméabilité intestinale, ce qu'on appelle en termes populaires leaky gut. En termes médicaux, on parle d'hyperperméabilité intestinale. Alors, il est temps que je vous montre un peu ce qui se passe ici aujourd'hui. Alors, vous allez voir le petit Goliath ici un peu plus loin sur le trottoir, si je parviens à vous le montrer. Et puis, voilà, nous sommes encore une fois dans un bel endroit, vous voyez. Et donc là, on a une abbaye. Vous voyez la tour de l'abbaye. Et je vous dis tout de suite où nous nous trouvons. C'est l'abbaye Saint-Maurice, qui est une abbaye bénédictine de Clairvaux. Voilà, j'habite à une dizaine de kilomètres de Clairvaux. Et alors ce matin, nous sommes venus à Clairvaux faire nos courses. Mais voilà, il faut enregistrer cette capsule. Et je trouvais que c'était une belle promenade pour Goliath. Et aussi un paysage intéressant. Alors c'est une abbaye récente qui a été construite au début du XXe siècle, je pense vers 1908, quelque chose comme ça. Et donc elle est assez imposante. Elle a traversé pas mal de péripéties. Vous savez qu'à Clairvaux aussi, on est en plein cœur de la fameuse bataille des Ardennes, dont je vous parle depuis 3 semaines. Parce que Clairvaux a été la première ville luxembourgeoise prise par les forces allemandes lors de leur invasion dans la Battle of the Bulge, la bataille du Saillant, et qui a démarré le 16 décembre 1944 à l'aube. Et dès le soir du 16 décembre, les Allemands étaient déjà en train d'occuper Clairvaux. Et
cette prise de Clairvaux, d'ailleurs, a été assez rocambolesque parce que l'état-major de l'unité américaine qui tenait cette position de Clairvaux logeait dans le château. Et une anecdote réelle est que leur général a dû s'échapper par la fenêtre pendant que les Allemands arrivaient de l'autre côté, et il a fini par se faire rattraper dans les champs juste derrière chez moi. Donc oui, on reste dans ce cadre, et probablement qu'un jour j'aurai l'occasion de vous tourner une capsule autour du château de Clairvaux qui est absolument magnifique, qui date du XVe siècle, mais qui a été rasé dans cette attaque, qui a brûlé en fait de fond en comble, et donc qui a été totalement reconstruit. Voilà, donc c'est une première capsule sur le FUT 2. Je ne vous la fais pas très longue. Il y aura un peu de Goliath pour finir, évidemment. Mais rendez-vous pour la capsule 8 pour avoir plus de précision sur le FUT 2 et le rôle du fucoside lactose et comment le prendre. Et alors, je vous expliquerai un peu plus la prise en charge des dysbioses intestinales, puisque cette génomique est quand même aussi le prétexte pour aborder des grands sujets qui touchent énormément de monde, et c'est le cas évidemment des problèmes intestinaux. Et je vous annonce déjà, après les capsules FUT 2, que nous aborderons un autre génotype qui est le DIO2, et qui donc aura trait à la thyroïde, ce qui est un sujet bateau parce que énormément de patients ont des problèmes de thyroïde, et là aussi peut-être on pourra les aider avec un certain réglage fin. Alors je vais un peu vous montrer l'abbaye de plus près. Voilà. Vous avez une vue ici, je crois, assez intéressante. Alors je ne sais pas si j'oserais entrer dans la cour. Normalement c'est évidemment interdit aux chiens, comme vous pouvez imaginer. Hors chien, il y a. Hein. Vous voyez la chose ici. Goliath, allez, viens. On va aller voir si on veut de nous dans l'abbaye. Oui. Hein. On peut risquer, non? Allez, viens. Viens, on va aller voir. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Et j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés par ces petites parties animales et culturelles, le tout ensemble. Je mets à la fin des vidéos maintenant parce que comme ça on n'oblige pas les gens qui veulent les informations médicales à subir mes manies. Mais voilà, nous sommes place de l'abbaye numéro 1. Oui. Et voilà, vous avez ici une vue. Voilà. Vous voyez que c'est de conception récente. Hein. Et alors, il n'y a pas un chat. Bon, voilà, mais on est tout, évidemment, mais nous n'avons encore vu absolument personne. Et donc, voilà Goliath dans son activité préférée. Il fait un petit besoin naturel. Et je vous donne toujours rendez-vous tous les vendredis à 19h30 pour le live chat, qui est l'occasion pour ces vidéos d'être mises en ligne sur ma chaîne YouTube. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je crois que comme ça, vous êtes certain d'avoir les alertes quand une nouvelle vidéo est posée. Et je vous rappelle aussi le webinaire questions-réponses du vendredi 11 septembre de 20h à 22h en live, webinaire organisé par David Comblin. Les invitations auront été lancées quand cette vidéo sera mise en ligne. Donc inscrivez-vous parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Voilà. Mais Goliath et moi vous disons au revoir. Au revoir Goliath. Ouh, oui, mais voilà, oui, mais ça c'est du Goliath. Hein. Ça c'est du Goliath. Voilà. À la prochaine.